Bon, écoutez, je vous propose que nous commencions. Nous allons tenir le temps imparti, c'est-à-dire 3/4 d'heure pour chacun des conférenciers qu'ils ont envisagé de partager entre une demi-heure d'exposé et puis 1/4 d'heure de discussion. Donc, je leur laisse la chaleur de se présenter eux-mêmes. Comme ça, je ne ferai pas de bourde. Merci. Alors, je m'appelle Jacqueline Legault, je suis psychiatre et psychanalyste à Grenoble. Et Paul Lacaze m'a donné un titre particulièrement pompeux, la psychiatrie d'exercice privé comme vraie psychiatrie dans la cité. Alors, oui, Paul, donc c'est le titre de Paul. Je ferai quelque chose de nettement moins ambitieux et j'ai choisi de vous parler à partir de mon parcours professionnel de ces 10 dernières années. Je voudrais témoigner du champ de possible que permet l'exercice de la psychiatrie en libéral, en exercice privé. Peut-être dire quand même pour la compréhension de mon propos, c'est que j'ai eu bien plus une formation d'analyste au départ que de psychiatre. Et c'est, je dirais, sur le tard que petit à petit, je viens davantage à la psychiatrie. Mais contrairement à d'autres parcours, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Alors pendant une vingtaine d'années, j'ai exercé en cabinet sur un mode assez classique, au centre-ville, très impliquée dans une association de psychanalyse, avec tout ce que ça comporte de temps de formation, séminaires, groupes de travail, etc. Une pratique qui comportait extrêmement peu de prescriptions et des relations très, très largement centrées sur les relations avec les collègues analystes de mon association. Alors, ça n'a rien d'excessif, ce côté assez fermé et centré. Ça n'a rien d'exagéré et c'est archi fréquent. C'est quand même une des questions qu'on peut poser au fonctionnement des groupes analytiques. Bon. Et puis, il s'est trouvé qu'il y a une dizaine d'années, il y a eu un peu de remue-ménage dans ma vie personnelle, ce sont des choses qui arrivent, mais aussi, parallèlement, devenait de plus en plus sensible l'inquiétude pour l'avenir de la psychiatrie. Et j'avais l'occasion comme ça d'entendre des collègues hospitaliers, en clinique, etc., particulièrement expliquer ce qui était en route. Et c'est ainsi que j'ai amorcé une évolution dans ma pratique, évolution qui ne s'est plus arrêtée, enfin à peu près, et dont j'ai eu envie de témoigner à l'invitation de Paul. Donc. Alors, ici même, au Quorum, en 2003, il y a eu les États généraux de la psychiatrie. Enfin, on était nombreux d'ici à y être. C'était vraiment un moment très, très important puisque s'y rencontraient des psychiatres, psychanalystes de tous bords, des psychologues, des infirmiers. Enfin, on était plusieurs milliers à vouloir tout d'un coup tout remettre en route autrement. Et ça a été pour moi un moment très, très déterminant. C'est pour ça, je trouve plutôt cocasse de me retrouver ici 9 ans après, à peu près dans les mêmes murs, et à
poursuivre un peu le mouvement initié à ce moment-là. En 2004, donc les États généraux 2003, en 2004, s'est créé sur Paris, au niveau national, appelé le Collège de psychiatrie, qui avait pour vocation de rassembler des professionnels, les acteurs professionnels du champ de la psychiatrie, et pour essayer justement de faire quelque chose dans la suite des États généraux, de faire quelque chose pour préserver la possibilité de l'exercice en psychiatrie. Ça s'est fait ça donc au niveau national, c'était très prometteur, suffisamment pour qu'à ce moment-là, je me dise, mais sur Grenoble, il y a peut-être moyen de faire quelque chose localement. Et c'est comme ça que j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée frapper à la porte de différents collègues en leur disant, est-ce que vous auriez envie qu'on essaye de faire quelque chose à Grenoble dans ce style-là, c'est-à-dire quelque chose de pluriprofessionnel, quelque chose qui permette à des gens de chapelles différentes, de formations différentes, de se rassembler. Et immédiatement, c'était dans l'air, ça a très bien pris. Tout de suite, on a pu démarrer un collège de psychiatrie grenoblois, donc. Et qui donc continue de fonctionner bien. On s'est constitué en association loi 1901. On est régulièrement entre 80 et 100 participants à jour de leur cotisation. Je précise, cotisation de 30 € par an par personne, donc modique, mais quand même, qui nous permet de fonctionner sans la moindre subvention d'aucun laboratoire. On est autogéré. Donc ce collège de psychiatrie, à l'inverse des syndicats de psychiatres dont je fais partie, l'AFPEP et le SNPP, ce collège de psychiatrie rassemble donc des professions extrêmement diverses et nous donne la possibilité, c'est un espace qui nous donne la possibilité de faire connaissance entre nous. Je pensais être la seule sauvage restée loin de tout le monde, mais je me suis aperçue que nous en étions tous là à nous dire « Ah, mais on ne s'est pas vu depuis 30 ans, qu'est-ce que c'est super de se retrouver !» On avait fait nos études ensemble, et puis après, chacun partit dans des groupes différents et plus aucune relation entre nous. Donc c'était l'occasion de se retrouver, de réfléchir ensemble, de construire des projets de travail, soit des groupes de travail, soit des soirées thématiques, des journées, des voyages d'études. C'est comme ça. Alors nous organisons des voyages d'études et grâce à nos cotisations, nous offrons le voyage gratuitement, un voyage en autocar gratuit aux personnes qui ont bien voulu adhérer à notre collège. C'est comme ça qu'on est allé rencontrer les collègues psychiatres de Turin, de Lausanne, à Lyon. Et cette année, nous allons rencontrer la clinique de Saint-Martin-de-Vignoux chez Patrice Charby. Mais surtout, ce qui nous est apparu très, très vite, c'est que le fait de se rassembler, de se constituer comme ça en groupe, nous permettait de devenir des interlocuteurs à part entière vis-à-vis. Alors c'est ça que je voudrais expliquer. Et là aussi, en toute modestie, mais c'est moi qui ai proposé aux collègues, je leur ai dit, il faut tout de suite qu'on prenne contact avec la ville de Grenoble pour leur dire que nous existons, ce que nous faisons, ce que nous essayons de faire et notre préoccupation concernant l'avenir de la psychiatrie. Donc, courrier envoyé à Monsieur le maire, 4 jours après, un rendez-vous, et il s'est trouvé que nous avons appris que la ville de Grenoble, alors que ça ne fait pas partie de ses prérogatives, se souciait beaucoup de la question de la santé mentale de sa population, notamment dans les quartiers dits sensibles, et qu'ils étaient précisément, au moment où ils ont reçu notre courrier, en train de faire un état des lieux de ces quartiers, en essayant d'appréhender la situation, les besoins, la demande, etc. Donc, par concours de circonstances, de chance, mais vous voyez comment, en fait, c'était surtout que toutes ces questions étaient dans l'air du temps et que les politiques avaient, eux, des raisons différentes des nôtres, mais des bonnes raisons aussi de s'inquiéter sur ce qu'ils observaient comme problème dans la ville. Et c'est ainsi que s'est constitué un groupe de travail avec la ville avec l'équipe de la ville de Grenoble. Et on nous a rapidement proposé de participer à la semaine d'information sur la santé mentale. J'ignorais tout
je ne savais pas que ça existait, je me disais c'est quoi ce machin, et en fait c'est une semaine de travail organisée par l'UNAFAM qui propose en général des thèmes extrêmement intéressants. Comment parler de la maladie mentale sans stigmatiser, voilà, tout à fait, des questions comme ça. Cette année, ça va être la ville, la santé mentale dans la ville, c'est ça le thème. Donc voilà des thèmes extrêmement intéressants qui ont pour mérite, effectivement, de pouvoir donner la parole à des personnes extrêmement diverses, des professionnels extrêmement divers, des associations extrêmement diverses, aussi bien de familles, associations de patients, aussi, des travailleurs sociaux. Enfin, voilà, ce sont des thèmes très suffisamment vifs pour que quiconque s'occupe de santé mentale ou de psychiatrie, c'est pas pareil, ait quelque chose à dire et puisse participer. C'est comme ça qu'on a appris à travailler à plusieurs voix. Et je dois dire que j'ai trouvé ça absolument passionnant, en particulier, alors avec tous les participants d'ailleurs, mais tout particulièrement avec des membres de l'UNAFAM. Là aussi, je souligne le fait que ma pratique en cabinet était telle que l'UNAFAM, je ne connaissais pas. Et je pense que mon cas est sans doute grave, mais pas isolé. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai fait connaissance avec des personnes de l'UNAFAM. Je me suis même liée d'amitié suffisamment pour qu'on puisse me dire pas mal de choses, et notamment que je puisse avoir des témoignages de familles de patients qui m'ont quand même sérieusement questionné quant à la façon dont nous, soignants, nous bossons pour que ça génère à ce point des difficultés pareilles, des non-dits pareils et des malentendus pareils. J'en suis d'ailleurs à penser que ce serait vraiment important dans la formation des jeunes psychiatres de trouver le moyen de leur faire passer ce message que c'est quand même un non-sens que le fait que nous soyons des professionnels de la parole et que nous soyons à ce point si facilement, complètement fermés à ce que les familles de patients ont à dire, à témoigner, etc. Il y a là vraiment plus qu'un paradoxe, une vraie question au niveau de la légitimité de notre pratique. Alors, parallèlement à ce groupe qui organise des temps forts, s'est mis en place au niveau des quartiers sensibles des groupes de travail multiprofessionnels. Il se trouve que je suis juste à la limite d'un quartier dit sensible et que j'ai pu intégrer cet atelier de travail et où j'ai été amenée à rencontrer alors les professionnels de ce quartier, travailleurs sociaux, police, juges, infirmiers, assistante sociale scolaire, pédopsychiatre, généraliste, etc. Et c'est comme ça que, là aussi, je me suis aperçue que, finalement, les personnes qui venaient spontanément nous consulter en cabinet étaient dans l'ensemble des personnes qui allaient bien, suffisamment bien pour pouvoir faire d'elles-mêmes cette démarche. Et qu'en tout cas, au niveau de ces quartiers, et à travers ce qui se disait dans cet atelier Santé-Ville, manifestement, il y avait des situations qui relevaient largement de la psychiatrie, mais pour lesquelles, visiblement, l'accès aux soins était problématique. C'est comme ça que, justement, enfin, pour moi, le fait que ceux qui ont besoin de soins puissent accéder aux soins, ça reste vraiment un élément absolument central. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que j'avais la possibilité de rencontrer soit des psychologues, soit des travailleurs sociaux qui pouvaient, par la suite, me connaissant, être en mesure de m'adresser du monde. Des personnes, des patients qu'ils étaient amenés à rencontrer, pour lesquels ils jugeaient qu'il y avait une prise en charge nécessaire. Là aussi, une surprise quand même, c'est que moi je pensais qu'à partir du moment où j'allais ouvertement annoncer que j'étais partante pour travailler, je pensais que j'allais crouler sous le travail. Or,
absolument pas. Et je suis encore un peu perplexe devant ce fait que c'est finalement rarement, par rapport à la fréquence des problèmes dans ce quartier, c'est tout à fait rarement que je suis sollicitée. Je ne me l'explique pas vraiment, si ce n'est que je pense que néanmoins, pour quelqu'un qui est en difficulté, qui a affaire à un travailleur social, faire tout le parcours d'en arriver à venir consulter un psychiatre, ça demeure quand même plus que problématique et difficile, et sans doute il y a là des choses à penser, à imaginer. Je continue mon parcours. En 2007, au vu du fait que les relations entre les associations, le collège de psychiatrie grenoblois, la ville prenaient de l'ampleur, on a constitué localement à Grenoble un conseil local de santé mentale. Alors ça s'étoffe encore plus puisqu'interviennent désormais le conseil général, le CCAS, l'hôpital psychiatrique, et puis tout le champ associatif. Et nous, en tant que collège de psychiatrie, on intervient au titre du secteur associatif dans ce conseil local. Et donc c'est comme ça que petit à petit le travail en collectif a pris de l'ampleur. Je ne veux pas trop vous embêter en décrivant ça parce que ça sans doute pas beaucoup de sens comme ça, mais peut-être vous parler plus de réalisation. C'est comme ça, par exemple, qu'en 2008, le CCAS a sollicité le collège de psychiatrie pour trouver des psychiatres libéraux qui seraient partants pour aller bosser dans des centres d'accueil de jour pour sans domicile fixe. En rigolant, les membres du CCAS qui nous avaient contactés nous disaient bon, on a parié 30 000 € qu'il n'y en aurait aucun qui répondrait. Perdu. On s'est retrouvés à 2 psychiatres à intervenir régulièrement pendant 2 ans dans ces centres d'accueil pour épauler à titre transitoire l'équipe de l'hôpital qui était en restructuration et qui n'était pas en mesure d'assurer cette présence. C'était extrêmement intéressant, mais en tout cas, ça a eu le mérite de nous faire connaître un peu plus au niveau du CCAS et d'autres corps de métier. En 2011, on a lancé... 2011, c'est le moment où, en principe, ce sont les ARS qui deviennent responsables de l'organisation de la santé localement. Fort de cette bonne nouvelle, le collège de psychiatrie, nous avons eu l'idée de les inviter à venir nous parler, d'inviter l'ARS à venir nous parler de l'organisation du soin et de comment ils envisageaient cette organisation du soin localement chez nous. Nous étions très intéressés de savoir ce qu'ils allaient nous proposer. Ça a été assez étonnant de ce contact avec l'ARS puisqu'on s'est aperçu que notre proposition les a quelque peu déroutés, voire mis dans l'embarras. Et on a eu un peu de mal à comprendre pourquoi, puisque nous arrivions plein de notre bonne volonté et en expliquant qu'on était, voilà, qui nous étions, c'est-à-dire un groupe de collègues qui travaillent, des libéraux, des hospitaliers, des collègues qui travaillent en clinique privée, d'autres des infirmiers, des psychologues, etc. Voilà ce qu'on essaye de faire et voilà pourquoi on vient vous rencontrer et vous demander de venir parler avec nous de l'organisation du soin telle que vous l'envisagez. Ça a été un peu compliqué et je dois dire que nous avons eu la surprise 8 jours avant la date, alors que tout était en route, qu'on avait mobilisé le directeur de l'hôpital, la présidente de la CME de l'hôpital, les familles de patients, les associations de patients, des associations de patients, les libéraux, les hospitaliers. Enfin, bref, on avait tout organisé. Et tout le monde était d'accord et emballé à l'idée de venir parler avec l'ARS. Voilà. Et 8 jours avant, l'ARS nous annonce « Ah ben non, non, c'est pas possible. » Et on dit « Ah bon, pourquoi ?»« Ah ben non, mais ça, visiblement, ce que vous avez mis en place, ça correspond pas du tout à ce que vous nous aviez annoncé, ce qui est totalement faux. » Et bon, il s'est avéré qu'apparemment, il y avait eu, soi-disant, une question de préséance. J'avais omis
parce que c'est moi qui tricotais un peu tout ça, j'avais omis d'informer le délégué régional de l'ARS sur Grenoble. Je risquais pas de l'informer, je savais pas qu'il existait. Voilà. Donc, on s'est platement excusé auprès de ce délégué régional, etc. Et la journée a finalement eu lieu, mais nous avons eu vraiment l'impression que l'ARS bottait en touche et répondait à minima sans du tout vraiment prendre position. C'était une expérience curieuse. En tout cas, ça a eu le mérite nous étions environ 150 participants, à être très contents de se retrouver, de parler, de s'écouter, d'écouter ce que les uns les autres avaient à dire. Nous avions même poussé la magnificence jusqu'à inviter tout le monde grâce à nos finances, les finances du Collège de psychiatrie, inviter tout le monde gracieusement à déjeuner, ce qui a été fort apprécié. Enfin voilà, cette journée, en dehors même des réticences de l'ARS, c'était fort bien passé, a été un moment heureux. Voilà, et suffisamment pour que nous ayons envie de récidiver. Et donc cette année, nous avons proposé de nouveau à l'ARS une journée sur la question de l'accès aux soins en psychiatrie. Donc nous avons construit le programme d'une journée avec l'idée, le matin, je vous explique un peu pour vous dire, et j'aimerais avoir vos réactions et vos critiques d'ailleurs, avec l'idée le matin de faire se rencontrer un maximum d'intervenants différents, aussi bien soignants que soignés, pour que chacun prenne un peu position pour dire ce qu'il entend par soin en psychiatrie. Comment il voit ça? Qu'est-ce qu'il entend par soin en psychiatrie? En faisant le pari qu'à travers ces différents points de vue, il y aura suffisamment de points communs pour que l'après-midi, en abordant la question de l'accès à ce soin, il y ait moyen d'avoir des points communs, de retrouver des points communs où se retrouver. C'est un pari, évidemment. Alors, on a construit ce programme, nous l'avons soumis de nouveau à l'ARS, au délégué régional de Grenoble, à début juin. Là, il y a quelques jours, n'ayant toujours pas de réponse, j'ai passé un petit coup de fil. On m'a dit, non, mais vous inquiétez pas, vous aurez absolument une réponse avant mi-juillet. Mais bien entendu, il n'y aura pas de rendez-vous possible avant septembre. Pas de problème, on va faire... Nous sommes souples, adaptables, du moment que sur l'essentiel, on ne nous demande pas de transiger. Et donc, nous allons continuer l'aventure. Voilà où nous en sommes de ce côté-là. Par ailleurs, dans ce contexte des élections législatives, et puis avec tout ce foin autour de la HAS, on s'est démené pour rencontrer les députés qui voulaient bien nous rencontrer. On en a rencontré quelques-uns. Et en particulier, nous avons pu rencontrer la vice-présidente du Conseil général, qui a très courageusement pris position pour protester contre le positionnement de la HAS. Donc on continue notre chemin petit à petit à tisser des relations, à nous faire connaître, à faire entendre dans quel esprit on bosse, dans quel ton on veut soutenir les choses. Et notre dernier projet en date consiste à vouloir, pour participer dans le Conseil local de santé mentale, puisque nous y sommes au titre de l'association, nous avons le projet d'essayer de mobiliser tout le champ associatif, enfin tous ceux qui voudront bien se joindre à nous, sur les questions qui ont trait à la confidentialité. Parce que ce thème de la confidentialité nous paraît extrêmement important et beaucoup plus susceptible d'être porté et animé par des associations dans la mesure où elles ont les pieds sur terre et proches des soignés, proches des familles, proches des réalités de ce monde, et susceptibles de se sentir concernés. C'est comme ça que nous avons le projet de leur demander de recueillir un maximum de témoignages et à partir de là, élaborer des propositions. Et c'est dans ce contexte que j'ai été amenée à rencontrer un éditeur de logiciels médicaux, ça s'appelle comme ça, qui a pour clients des cliniques, des hôpitaux. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et juste pour dire qu'il m'a signifié que clairement, les hôpitaux, pour eux, la question de la confidentialité, c'était le cadet de leurs soucis.
mais que, néanmoins, techniquement parlant, la confidentialité, il y avait tout à fait lieu d'en tenir compte, et que lui, quant à sa façon de concevoir les choses, parce qu'il est médecin par ailleurs, avait l'occasion de bosser avec des hôpitaux psychiatriques qui avaient ce souci-là et pour lesquels il faisait fonctionner la technique de façon à rendre la confidentialité envisageable. Je pense que ce sera des établissements à rencontrer d'une manière ou d'une autre pour savoir comment ils s'en débrouillent. Et toujours est-il que ce monsieur, je lui ai demandé quand même, et vous, quand vous allez chez le docteur, comment vous faites ? Et il m'a quand même répondu que pour sa part, c'était tout simple, il n'avait jamais aucune feuille de sécu et il se débrouillait pour payer toute sa poche jusqu'au jour où la vie l'amène à l'hôpital et dans ce cas-là, il tombera dans la machine, quoi. Mais son point de vue, c'était intéressant de la part de quelqu'un qui est du métier. Voilà un peu le tableau rapidement brossé de ce que nous essayons de faire et pour quelques mots pour dire en quoi cela concerne la psychiatrie libérale, parce que je dirais que c'est là-dessus que je veux conclure mon propos. C'est d'abord, je trouve que le fait d'avoir à se débrouiller au quotidien seul dans un cabinet avec les aléas de prise en charge extrêmement diverses, ça nous apprend d'abord le sens du bricolage, de l'invention, voilà. Et puis ça nous donne une espèce de légitimité due à notre pratique au quotidien, qui nous donne une certaine liberté de ton et d'entreprendre. D'autre part, le fait, moi je vois, par rapport à mes collègues hospitaliers ou autres, le fait d'être installé en cabinet fait que si je veux me rendre à une réunion, je n'ai pas d'autorisation à demander à qui que ce soit et évidemment encore moins de justificatif à produire. Tout ça, évidemment, se fait au prix du bénévolat, bien entendu, mais je pense que cette liberté de mouvement, de parole, de pensée, d'essayer n'a vraiment pas de prix. Et je dois dire que dans la formation analytique, tout se fait tellement bénévolement, les participations au travail, aux soirées, aux séminaires, aux colloques, voilà, on est habitué. Il y a aussi ce rapport à la parole qui est tellement premier dans la pratique en libéral, rapport à la parole, à l'écoute. Et je trouve intéressant, pour ma part, même si ça prend beaucoup de temps, mais je trouve intéressant de pouvoir aller participer à des groupes extrêmement divers, aussi bien les groupes dans le cadre du Conseil local de santé mentale, aussi bien dans les groupes sur le terrain que dans les groupes au niveau du comité de pilotage, parce que là encore, cette liberté de propos que nous avons, qui pour ma part est largement nourrie de la vie syndicale d'ailleurs, parce que ça me permet d'avoir quand même un certain nombre de clés et d'éléments en moins pour argumenter et soutenir le propos. Je trouve que ça permet de circuler un peu comme électron libre à différents étages et de faire entendre quand même un certain son de cloche. Puis je voudrais dire aussi quelques mots du retentissement sur la pratique, parce que je vois bien que l'intérêt vif que ce collège de psychiatrie suscite pour ceux qui veulent bien y venir y mettre un peu leur nez. Et on a eu récemment l'expérience d'une soirée thématique sur troubles bipolaires, psychose maniaco-dépressive. On avait une soirée débat où on avait invité le professeur de psychiatrie locale à parler, à débattre avec un analyste. Voilà. Et c'est un débat qui était extrêmement intéressant, courtois, mais un vrai débat, et qui a rassemblé, donc fait à l'initiative du Collège de psychiatrie, bien sûr, qui a rassemblé pas loin de 80 personnes. Et le professeur de psychiatrie, qui est un scientiste, neurosciences, etc., nous a dit à la fin en aparté, mais comment vous faites pour rassembler autant de monde ? Il n'y a même pas à boire et à manger à vos soirées et il y a du monde. C'est une grande satisfaction. Voilà.
Et oui, c'est vrai que nos rencontres rassemblent du monde. Et moi, pour ma part, vu mon parcours, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant pour ma propre pratique, c'est les effets de pouvoir inscrire ma pratique dans le cadre de la cité. Dans un quartier, dans une ville où la municipalité se sent concernée par ces questions, dans un réseau de relations professionnelles. Et je ne sais pas, pour donner un exemple, je pense à l'exemple de ce qui concerne le feuille ou pas feuille de sécurité sociale, hein, puisque je suis psychiatre. Aujourd'hui, avec l'inscription de ma pratique dans la cité, je suis en mesure de dire à quelqu'un à qui je fais des feuilles parce que son état le justifie tout à fait, mais on voit bien comment arrive un moment où le travail fait qu'on passe à autre chose et où je suis en mesure de dire que, bon, autant jusque-là, ça me paraissait justifié que votre travail vos soins soient pris en charge au titre de la solidarité collective, autant il me semble que maintenant ça relève d'un autre ordre. Et quelqu'un qui... Voilà, c'est quelque chose que je peux articuler. Et on voit bien des personnes arriver dans un état de déroute personnelle tel qu'il est tout à fait légitime que cette solidarité fonctionne pour eux. Et puis arrive un moment où ils vont suffisamment mieux pour que ça ne se justifie plus. Et je ne me prive pas de le signifier. J'ai la surprise de constater que c'est toujours bien reçu, c'est toujours bien accepté comme d'une chose qui a du sens, qui fait du sens. Et je me rends bien compte que cette formulation, je ne l'aurais certainement pas eue auparavant comme ça, mais du fait de cette inscription dans un collectif. 2 minutes. Voilà. Oui. Et puis, voilà, bon, il y a le parti pris aussi de pouvoir donner priorité aux patients qui me sont adressés par les collègues du travailleurs sociaux, psychologues qui bossent sur le quartier et qui me connaissent. Ça aussi, c'est une chose que je risquais pas de faire avant puisque je savais pas que ça existait. Je mesure dans l'après-coup avec une grande perplexité à quel point ma vie professionnelle précédemment était extraordinairement restreinte et par contraste. Ça m'amène à être très interrogative sur le fonctionnement des associations analytiques qui autorisent entre guillemets, ce fonctionnement extrêmement clos. Je soulignerai aussi le caractère très contagieux de l'espoir qui naît de cette entreprise collective, l'espoir de pouvoir garder la main, au moins pour une part, dans un contexte vraiment pas simple, garder la main en préservant la place de la parole, pas moins, pas plus, mais pas moins. Hein. C'est-à-dire que pouvoir continuer à faire le pari qu'en maintenant cela, on ne se perdra pas en route et que l'essentiel, c'est précisément là que ça se passe. Voilà, j'insisterai aussi sur ce déplacement subjectif que j'ai pu constater pour ma part, où, bien entendu, il ne s'agit pas de minimiser le caractère primordial d'une formation professionnelle, mais pas moins de souligner l'importance de l'inscription d'une pratique dans une collectivité qui pose la question du vivre ensemble et comment elle s'en débrouille et comment on va bosser avec eux. Voilà. Et donc, en tant que psychiatre d'exercice privé, l'engagement dans le collectif, qu'il soit syndical ou qu'il soit dans la cité, me paraît absolument indissociable aujourd'hui d'une pratique du singulier dans le cabinet. Et réciproquement d'ailleurs, parce que l'un nourrit l'autre et l'un légitime l'autre. Ça permet une espèce de mise en perspective, en relief, que je trouve extrêmement intéressante et riche. Et voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Et je vous remercie. Moi, je vous remercie beaucoup. J'ai été extrêmement sensible à cette transmission d'expérience
et à la modestie qui la sous-tend, et en même temps à la richesse et à la difficulté que vous nous avez à peine effleurée, mais qu'on sent dessous. Il me semble que votre propos, je vais le résumer de façon très brève, vous abordez très profondément la question du paradoxe de la différence et du paradoxe de la question de solitude. Parce que être seul, vous êtes parti là-dessus, et puis, en disant, mais on ne peut pas rester seul. Et puis, pratiquement, un peu avant la fin de votre exposé, vous dites, mais être seul, c'est essentiel. Alors on peut dire, quelle contradiction! Ben non, justement, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est ce qu'on retrouve profondément dans le développement de l'enfant. Winnicott avait tout à fait mis le doigt là-dessus. C'est-à-dire comment, pour pouvoir se sentir capable d'affronter la solitude, il fallait avoir été relié et bien accompagné. Alors je dirais que cela. Par ailleurs, vous évoquez une des difficultés que j'évoquais à la fin du colloque précédent. Je vais caractériser par le mot d'évitement. C'est-à-dire que ce que les attachmentistes décrivent actuellement comme notion d'évitement, quand c'est à l'œuvre chez un certain nombre de gens, alors même qu'ils ont des symptômes ou des manifestations qui devraient nous faire appel, on dit mais ils n'ont pas de demande. Ils n'ont pas de demande. En effet, ils n'ont pas de demande. Ils n'ont pas de demande, c'est tout à fait exact. Alors, doit-on réserver nos soins aux gens qui ont une demande explicite? Et moi, je suis toujours intéressé en tant que psychanalyste que nous soyons amenés à arrêter la question de demande à la notion explicite, alors que nous sommes des spécialistes de l'implicite. Et là, il y a une sacrée question. Voyez. Alors, c'est de tout ça dont vous parlez, avec en même temps Alors, on pourrait se renvoyer justement à toutes les notions de développement de l'enfant telles qu'elles apparaissent actuellement en parlant de la psychanalyse, parce que j'en ai parti de la psychanalyse, Bowlby est parti de la psychanalyse, les attachmentistes aussi, pour reprendre les choses d'une façon d'un autre temps, élaboré différemment et sans mettre à l'eau le bébé et l'eau du bain. C'est-à-dire en restant tout à fait relié à ce qui est sorti de la psychanalyse. Vous voyez, il me semble qu'il y a là quelque chose de tout à fait important dont vous nous donnez un exemple. C'est moi qui réfère à l'attachement, parce que de la même façon que la question des neurosciences vient là-dedans pour moi tenir une place extraordinaire, non pas pour faire un décodage terme à terme entre la psychanalyse et les neurosciences, je crois que ça c'est une voie sans issue, ou en tout cas d'issue extrêmement difficile et très limitée, mais que par contre, quand on voit ce qui se passe entre ce en tant que bébé, nous sommes confrontés, qui nous vient du plus profond, avec du fait que nous sommes des êtres humains, et puis ce qui va se passer dans les premiers mois de la vie, au cours de la première année, dans les relations, et de ce qui va être intégré là dans le biologique et qui va apparaître comme du biologique. Alors là, il y a une voie pour moi qui est tout à fait extraordinaire et qu'on va rejouer, non pas en s'arrêtant là-dessus, en revenant essentiellement sur le passé, mais en voyant comment ça s'exprime dans le présent. Et il me semble que c'est de cet ordre qu'est votre travail, je le dis avec mes mots. Enfin, moi, je m'arrête pour laisser la parole à la salle, mais je trouve que ce sont des expériences sur lesquelles il faut nous arrêter actuellement pour, non pas pour lutter, mais pour contrer aussi bien les excès de psychanalyse, avec cette histoire de demande qu'on entend encore de façon catastrophique à propos des enfants. Ah mais il n'y a pas de demande, à nous de la faire surgir. Bon. Les histoires de médicaments donnés à tour de bras, je pense à la Ritaline et compagnie, ou à des histoires de DSM qui prennent tout. Alors il faut avancer là-dedans, il ne s'agit pas de lutter, il s'agit de tenir bon dans quelque chose de l'ordre de l'humanité. Voilà comment je le vois. Voilà. À vous. Oui, bonjour. Je m'exprime en tant que personne concernée, usager de la psychiatrie. Et je m'exprime sans trop réfléchir, comme ça.
Bon, je connais Grenoble, j'ai vécu à Grenoble, donc j'apprécie le travail qui est fait maintenant, parce que j'y étais il y a plusieurs années. La demande de la personne, telle que vous l'exprimez, monsieur, effectivement, on est dans cette grande démarche en tant que personne en mal-être. Comment avoir conscience, quand on va mal, d'aller se faire soigner? C'est pas si évident que ça pour nous que pour vous. On est dedans, on vit avec, et parfois on n'a pas envie qu'on nous gomme notre grain de folie. Il va bien, notre grain de folie, il nous protège de la vie dans laquelle on est, dans laquelle tout le monde vit, et c'est dit, on n'en veut pas. Donc de toute façon, la demande c'est foutez-nous la paix et laissez-nous vivre nos folies. Et c'est vrai que le moment où ça devient trop douloureux, où on nous prend en charge et où malheureusement à l'heure actuelle on nous propose beaucoup de médicaments au lieu de l'écoute, comment voulez-vous, bon moi j'ai plus de 60, bientôt 70 ans, mais comment voulez-vous que les gens de 30 ans ils ont envie d'aller avaler des médicaments à tour de bras alors qu'on ne les écoute pas? Donc je pense qu'il y a un vrai problème et que heureusement il y a des professionnels qui y réfléchissent et que j'espère et j'ai beaucoup d'espoir sur l'avenir que ces choses-là évoluent, mais depuis 25 ans ça a plutôt régressé et on est quand même inquiet sur la prise en charge des usagers. Alors comment voulez-vous qu'on ait envie d'aller se faire soigner quand on connaît ce qu'on nous propose en face? Forcément c'est long, on ne trouve pas toujours le bon psychiatre ou le bon psychanalyste en face de nous, et on est réticent. Et puis, il y a un deuxième sujet qu'il faudra aborder, c'est la communication au niveau du grand public, au niveau de la population, de la souffrance psychique. Parce qu'elle est très méconnue, elle est très mal perçue, elle est très mal expliquée, elle est très mal médiatisée. Donc je pense que s'il y avait une meilleure communication sur ces troubles-là, sur ces symptômes, eh bien peut-être que tout un chacun, quand on va mal, si c'était mieux connu de la population, on irait volontiers vers des gens, surtout comme vous, madame. Mais l'expérience montre que plus on va mal, moins on a envie de se soigner. Hein. Et c'est bien le paradoxe. Allez-y. Bon, moi, en venant d'Italie, ça me fait un petit peu sourire, naissance qui est par rapport à mon formatage. Je ne suis pas médecin, je suis psychologue. La psychiatrie ne peut être que sociale. Si on ne travaille pas dans les quartiers, si la personne n'est pas identifiée, si les gens ne vous voient pas, c'est un petit peu difficile aller, c'est qui le psychiatre, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, ou la psychologue. C'est pour contre, on nous voit régulièrement, c'est ma tête. La psychologue, c'est celle-là, on l'a déjà croisée, et il peut y avoir, on a moins peur. Et je pense qu'il faut vraiment aller dans une direction de psychiatrie sociale, mais d'une façon massive, parce qu'on a, du côté politique, au moins jusqu'à maintenant, d'une façon très forte, une espèce d'image de renvoi de psychiatrie comme contrôle social. Non, ce n'est pas ce social-là. Et donc, je pense, les Italiens, et Basel, il y a tout ça, après des Français, hein, après l'idée de secteur des Français. Donc, je pense qu'il faut vraiment revenir aux origines, comme vous êtes en train de faire, mais le faire d'une façon massive et partout. Donc, c'est génial, qu'est-ce que vous avez fait avec vos collègues. Sauf que ça ne se fait pas du tout de façon massive, et c'est quand même un des points difficile de notre démarche, c'est la difficulté de mobiliser les collègues libéraux. Ça, on est obligé de reconnaître que ça ne marche pas très fort. Il y en a quelques-uns, mais voilà, qui me disent toujours, mais qui ne comprennent pas très bien ma démarche quand même. Je crois que là, c'est essentiel de ne pas se décourager, parce que moi, je vois pas mal de choses comme ça. Je vois tout le problème de néonatologie, par exemple, où sur 10-15 ans, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, à partir de choses qui, au départ, apparaissaient très restreintes, de gens qui se sentaient isolés. Et puis, ce que vous avez décrit à l'échelon individuel, on peut le retrouver après à l'échelon collectif. C'est-à-dire qu'on va découvrir que ce qui se passe à Grenoble, il y a un autre endroit, y compris dans un petit endroit, ou dans 10, dans 50, dans 100 en France, où il se passe des choses qui ne sont pas les mêmes, mais qui, bon, à nouveau, on ne va pas se sentir seul. Et ça, c'est essentiel. Et à certains moments, on se sent seul à nouveau et on a envie de tout lâcher, quoi. C'est difficile.
Oui, je voudrais remercier Jacqueline Legault de ce témoignage, pas seulement d'un engagement, mais d'une initiative d'engagement. Parce que c'est encore tout autre chose que d'accepter de s'engager dans un travail collectif ou de prendre l'initiative de créer cette articulation entre le singulier et le collectif qui permettent à la fois que les conditions d'accès aux soins puissent mieux être remplies et que nous puissions aussi, derrière cela, établir les conditions du soin lui-même, plutôt que de se les voir imposer par des normes administratives ou des normes qui sont l'effet de lobbying des uns ou des autres. Et je pense que là, c'est une invitation, même si Jacqueline Legault peut regretter que cette invitation n'ait pas produit encore beaucoup d'effets ailleurs, mais c'est vraiment une invitation à prendre ce type d'initiative pour lier les patients et les soignants à la question des conditions telles qu'elles doivent être définies pour que le soin soit possible et que nous puissions ensemble indiquer aux institutions qui sont en charge de l'organisation des soins, donc les ARS, indiquer ce qu'il y a lieu de faire pour que, à la fois, la prise en compte collective permette de mieux vivre ensemble et qu'à l'intérieur de cette prise en compte collective, le singulier existe pleinement. Merci Jacqueline de ton intervention. Je voulais insister sur ce que vient de dire notre collègue italienne, hein, c'est à savoir que c'est en France que Basaglia est venu chercher de l'inspiration et en France, c'est exactement ce que nous décrit Jacqueline. On est en train d'inventer un nouveau modèle, à savoir que ce qui était du secteur, à savoir du registre du secteur public, laisse maintenant la place à des initiatives du secteur privé. Donc il y a comme ça une épreuve de la réalité qui pousse les praticiens de terrain à occuper le terrain et à commencer à répondre aux nécessités. Et puis je voulais vous remercier, M. Bizier, d'avoir parlé de la demande implicite, parce que je crois que c'est effectivement tout à fait important. Hein, si on est là à attendre la demande des patients uniquement, et j'allais dire écrite sur un papier en 3 exemplaires, avec un cachet au bout, comme si une demande s'exprimait forcément sur un mode administratif, quoi. Une demande, ça peut recouvrir bien des façons de s'exprimer, et notamment de refuser de voir un psychiatre qui donne des médicaments ou qui en donne trop. Ça peut être aussi une façon de demander quelque chose. Écoutez, il faut s'arrêter parce qu'on est juste dans les temps, c'est très bien, hein, on est très bon là. Hein. Donc je donne la parole à Monsieur Lézé. Il y en a qu'un ? Tout d'abord, merci. Un grand merci à Paul Lacaze d'avoir invité un simple anthropologue parmi vous à travailler et à échanger sur l'avenir de la psychiatrie. Donc, le lieu dont je parle est bien la psychiatrie, mais pas de la même position que la vôtre. Et donc, moi, je suis beaucoup plus sensible aux contradictions, aux ambiguïtés, aux tensions, aux éléments qui font réfléchir quelqu'un d'extérieur et qui, pour vous paraissent évidentes. Par exemple, je connais Jacqueline Legault, puisque j'ai participé au conseil local de santé mentale, et comme anthropologue devant analyser les échanges. Et dans ce cadre, ce qui m'avait beaucoup frappé, et c'est toutes les ambiguïtés du travail, d'articulation entre le singulier et le collectif, c'est que les associations de patients ou les associations de parents d'enfants qui étaient en psychiatrie demandaient des diagnostics. C'était la journée sur la stigmatisation. Ils demandaient des diagnostics. Et les psychiatres étaient tout embêtés en disant « mais du calme,
la question du diagnostic, c'est très compliqué, il ne faut pas stigmatiser, etc., etc. D'une part, pour les uns, c'était une question de libération, d'avoir un diagnostic, et pour les autres, c'est une question de stigmatisation. Voilà le type d'ambiguïté qui se joue quand on pense la psychiatrie aujourd'hui, c'est qu'effectivement, elle se place dans un champ politique, que le Conseil local de santé mentale, à un niveau local, est la matérialisation de ce champ politique, et où il faut bien discuter avec toutes les personnes, toutes les parties, et où la perception politique des choix de chacun varie en fonction de leur position dans cet espace. Qu'est-ce qui se passe ? Il peut se passer que la posture du psychiatre qui ne veut pas donner de diagnostic, c'est celui du réactionnaire ou du conservateur, celui qui n'est pas progressiste, et que celui qui demande le diagnostic est celui qui est plutôt proche du progressiste. Et pour revenir à une discussion de ce matin, et c'est une vraie difficulté qu'il faut pouvoir penser, parce que il n'est pas suffisant de critiquer le DSM en disant le DSM c'est industrie pharmaceutique. Il n'est pas suffisant de critiquer le DSM en disant le DSM c'est quelque chose qui est un carcan des normes, parce que les psychanalystes aussi produisent des normes. Bon. Alors, le problème, c'est que quand vous avez d'une part des gens qui proposent des normes X et d'autres qui proposent des normes Y, eh bien, ça crée des conflits, et des conflits d'intérêts, et pour les deux parties. Alors, il faut essayer de les penser. Et quand on est au milieu de ces normes, qui fusent un peu à droite et à gauche, on essaye de comprendre quels sont les enjeux. Et ce matin, il a été beaucoup question de l'éviction, de l'hystérie, et je pourrais aussi ajouter de l'homosexualité du DSM, qui a permis l'éviction de ces catégories nosographiques du DSM. Le DSM qui avait été écrit par des psychanalystes, je vous le rappelle. Et ça a été les promoteurs du DSM-4 qui, pour des raisons politiques et progressistes, ont favorisé l'éviction de ces catégories nosographiques du DSM-4. Alors, vous voyez bien que ça pose un petit problème de logique, c'est-à-dire que le DSM, mais la psychanalyse c'est exactement la même chose, ça peut être à la fois, et c'est toute l'ambiguïté de ce type d'outils qui sont ambigus parce qu'ils sont dans un champ politique et pas simplement dans un champ académique ou professionnel régulé, c'est qu'un même outil peut être émancipateur, parce que l'hystérie elle est sortie parce que les mouvements féministes se sont battus contre les psychiatres, et notamment les psychiatres psychanalystes, pour son éviction, et que l'homosexualité est aussi sortie du DSM parce que les mouvements homosexuels sont battus contre les psychanalystes pour l'éviction de l'homosexualité du DSM. Mais aussi, par effet en boucle, ça a permis aux homosexuels parmi les psychiatres de pouvoir dire « je suis psychiatre et homosexuel », et pas simplement un pervers ou un malade mental. Donc, il faut quand même se rappeler que le DSM, c'est aussi ça. Mais que la psychanalyse, c'est aussi évidemment un mouvement d'émancipation, etc., etc. Mais c'est aussi un mouvement de contrôle social. La psychanalyse s'est trouvée dans toutes les institutions de contrôle social de notre société. Donc, comment on fait pour penser à la fois le vecteur émancipateur de certains outils et le vecteur conservateur des mêmes outils? Bon. La réponse, qu'en tant qu'anthropologue, j'essaye de développer, c'est de comprendre qu'est-ce qui, dans une société, favorise les évidences sociales. Qu'est-ce qui fait qu'à une certaine époque, on pensait que l'homosexualité était une maladie, plus maintenant? Qu'est-ce qui fait que ce matin, on a rappelé qu'on avait besoin de la catégorie d'hystérie dans le champ de la psychanalyse, alors que si vous aviez des féministes dans la salle, c'était terminé. C'était terminé pour vous. Enfin, pour mes collègues qui sont spécialistes du genre, c'est un discours intenable et très conservateur. Donc, qu'est-ce qui fait que sur le plan clinique, vous avez besoin de ce qui est dans cette question de l'hystérie, et qu'est-ce qui fait que dans le champ plus large social et politique, c'est une posture intenable aujourd'hui? Bon. Eh bien, la réponse, c'est le concept qu'on développe dans une petite équipe, qui est le concept d'économie morale. Une économie morale, d'abord, ça permet de comprendre qu'on ne peut pas échapper aux normes et qu'on est tous des producteurs de normes. Moi, en tant qu'enseignant, je suis obligé
de sélectionner, de corriger, d'appliquer un certain nombre de valeurs, et je fais donc du contrôle social. Contrôle social, ça ne veut pas simplement dire police. Ça veut dire qu'une mère de famille, un enseignant, un père exerce un contrôle social et que donc il produit des normes et il utilise des critères, des valeurs morales qui sont souvent héritées de la famille et à des fins de reproduction et pareil pour les institutions comme l'école, comme l'hôpital, etc., etc. Et donc le concept d'économie morale, ça permet de comprendre ce paradoxe qu'un même outil peut être perçu, même si vous pensez que vous êtes progressiste, ce n'est pas forcément la perception que les autres ont de vous. Et inversement, ceux qui se présentent progressifs de l'autre côté, vous pouvez très bien les voir conservateurs. Pour pouvoir comprendre ce paradoxe, c'est qu'il existe donc des économies morales, c'est-à-dire des ensembles de normes, de valeurs, qui circulent, qui sont produites à un moment donné dans une société, et qui vont rencontrer un savoir. Et les discours et les pratiques, parce que les discours et les pratiques, vous le savez très bien, il y a des écarts, et parfois très, 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 très grands. Et donc, on compare les institutions et on essaye de comprendre quelle est, dans une société donnée comme la France, eh bien, les économies morales en circulation, quelles sont les évidences qui circulent et avec quel type de savoir et quel type de professionnel s'y attache. Alors, pour entrer dans la question de la psychiatrie dans la cité, j'avais choisi d'y rentrer par l'école, parce que peut-être que vous n'êtes pas très familier de ce site. C'est un site qui est très investi par les questions de santé mentale, et c'est typiquement le type de site où finalement il y a peu de psychiatres d'investis, parce que là où il y a de la santé mentale, il n'y a pas forcément des psychiatres, et une bonne partie de la santé mentale a été dépsychiatrisée en vérité, et même démédicalisée, et c'est ce que j'essaye, moi, de repérer dans l'espace social. Ce sont les sites où la santé mentale fait question politique, où on investit un traitement de population autour de savoirs et d'évidences qui font qu'aujourd'hui, on dit il faut traiter du bien-être des enfants à l'école. Il se trouve que la question du bien-être est une question de santé mentale. Dans tous les autres, je pense que nos collègues canadiens pourraient le dire, ou américains ou britanniques. Et je voulais rentrer par la question de l'économie morale, par ce biais un peu inattendu, parce que le titre de ma communication est « La psychiatrie à l'épreuve d'une économie morale du bonheur ». C'est que la psychiatrie française, comme je l'ai présenté samedi dernier, fonctionne avec des évidences qui sont plutôt de dire qu'il contribue à l'émancipation des individus, qu'effectivement, il participe d'une clinique de la subjectivité, qu'il y a une grande attention au sujet, etc., etc., etc. Et une économie concurrente, qui est en cours d'émergence en France, elle a dit, en gros, que la liberté, on s'en fout. L'émancipation, on s'en fout. C'est pas important. Ce qui est important, c'est le bonheur, c'est la façon dont les gens vivent tranquillement, etc., et leur capacité, en fait, à avoir des compétences de vie pour supporter, s'adapter et vivre en société. Vous verrez bien que dans mon discours, quand j'utilise le terme de bonheur, c'est le terme qui est utilisé pour parler de façon très générale du bien-être. Il existe un journal qui s'appelle le Journal of Happiness Studies, où écrit des psychiatres, des économistes, des sociologues, des épidémiologues, tous voulant montrer l'émergence d'une nouvelle science, qui est la science du bonheur, et qui contribuerait à l'analyse de l'environnement de différentes institutions, soit de la société en règle générale, mais aussi des grandes institutions d'une société, l'école faisant partie des institutions qui pourraient être pathogènes. Alors, je me suis intéressé à cette question-là parce que c'est typiquement un lieu d'ambiguïté. Spontanément, on dirait, voilà, c'est la dernière production du néolibéralisme. J'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, les discours qui étaient critiques à l'égard du néolibéralisme, mais qui négligeaient une ambiguïté quand même de taille, c'est que le libéralisme a digéré les critiques qui ont été faites au capitalisme dans les années 70. Il s'est rénové. Et donc, dans le libéralisme, on a tout un discours sur la liberté du sujet, sur la capacité
que devraient avoir les institutions à écouter les gens, leur subjectivité. Et dans ce mouvement qui concerne l'émergence du savoir sur le bonheur dans toutes ces institutions, il y a la réappropriation de discours qui viennent de la psychanalyse, sous une forme évidemment différente, mais comment on fait pour quelqu'un d'extérieur pour distinguer entre un discours normatif qui vient typiquement de la psychanalyse et un discours normatif qui a été digéré par les grandes institutions internationales? C'est exactement le type de questions que j'essaye de comprendre, de poser et éventuellement de résoudre, ou plutôt de dissoudre, parce que ces ambiguïtés, ces contradictions ne sont qu'apparentes en vérité. Le grand mouvement qui a commencé dans les années 50 et qui visait en fait à objectiver la subjectivité, c'est-à-dire à trouver des éléments et des critères pour pouvoir comprendre ce que c'est qu'aujourd'hui la subjectivité, de pouvoir l'évaluer, de pouvoir la mesurer, c'est un mouvement progressiste. Elle vise en fait à l'amélioration de la santé générale des populations et elle a été financée, ce mouvement, par une grande fondation américaine qui a développé la notion de déterminants sociaux. Et la notion de déterminants sociaux permet aujourd'hui de lutter contre la notion de déterminants économiques, c'est-à-dire l'idée que la société ne fonctionnerait que en fonction de critères économiques. Et donc on trouve parmi les critiques du libéralisme et du néolibéralisme des gens qui, évidemment, défendent des critères épidémiologiques et très généraux pour contester les déterminants strictement économiques. Très intéressant. Simplement, ils imposent de nouvelles normes au niveau international, ils essayent de les diffuser très largement, sans débat, parce qu'effectivement c'est émergent dans certains pays. L'Angleterre, par exemple, a eu une mauvaise note en termes d'évaluation du traitement des élèves. Et donc, le gouvernement britannique s'est dit « Oh là là, on ne fait pas les choses très bien, l'évaluation nous dit qu'on ne traite pas bien les élèves, donc on va réformer notre système scolaire. » Et ils ont réformé leur système scolaire, parce qu'eux, ils prennent au sérieux les évaluations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour un anthropologue, c'est fantastique à observer, parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce qui importe dans une économie du bonheur, ce ne sont pas les sujets, que seulement les sujets. C'est la santé des sujets, et en particulier le fait que l'école peut être pathogène si elle donne de mauvaises notes, parce qu'il y a une inégalité entre les élèves. Donc si on donne une mauvaise note à un élève, l'enseignant peut provoquer une mauvaise estime de soi, et on retrouve l'estime de soi. Ça, c'est une composante morale essentielle pour comprendre notre société. Et de même, on a donc développé des manuels de santé mentale, écrits généralement par des philosophes de la morale et par des psychiatres, qui sont généralement divisés en deux parties. La première partie porte sur une philosophie très générale de ce que c'est que le bonheur, mais très stoïcien, comment on s'adapte au monde, parce que le bonheur est défini dans un sens extrêmement précis d'adaptation. Et puis une deuxième partie du manuel, qui n'est pas pour les élèves, vraiment pour les enseignants. Chaque chapitre est consacré en fait à quasiment une pathologie donc de santé publique. Donc il y a l'addiction, il y a les problèmes de sexualité, les problèmes de suicide et de souffrance, d'estime de soi, et comment faire pour que l'élève, même s'il n'est pas très bon à l'école, eh bien, il ne subisse pas l'institution scolaire dans sa vie et puisse devenir un citoyen adapté. Voilà le type de manuel qui est donné à l'usage des enseignants. Et les enseignants eux-mêmes, il faut dire que dans les pays anglo-saxons, l'enseignant a un statut bien plus large et moins rigide qu'en France, où on est spécialiste d'une discipline, on l'enseigne. Et dans les pays anglo-saxons, en fait, l'enseignant est un peu plus polyvalent et il s'occupe différemment de l'élève, et donc on peut lui donner des fonctions d'orientation ou plus largement d'animation. Et c'est dans ce cadre-là en fait, que ces manuels sont donnés aux enseignants pour pouvoir faire en fait, le rôle de médiateur de santé mentale.
puisque c'est de ça dont il est question, de médiateur de santé mentale, et de façon à ce que les élèves ne soient plus seulement des élèves, mais des enfants auxquels, évidemment, on prête une très grande attention, qui est loin d'être généreuse, puisque l'objectif, c'est quand même de filtrer, et c'est une fonction qu'on a aussi en France, indépendamment de l'économie du bonheur, eh bien, les enfants qui ne rentreraient pas dans l'objectif du bonheur. Alors évidemment, c'est ceux qui sont hyperactifs, qui ont des troubles oppositionnels, qui sont, qui n'ont pas une très bonne sociabilité, qui n'ont pas envie de se faire des copains ou des copines, par exemple. Et donc ceux-là, eh bien, ils ne sont pas faits pour le bonheur, donc on les repère, et ce sont les enseignants qui participent de ce travail de filtrage. Ceci dit, en France, c'est aussi le cas pour le repérage précoce de la schizophrénie ou de la psychose. Les enseignants ont aussi ce rôle d'alerte comportementale, indépendamment d'ailleurs de quelle que soit la théorie utilisée. Dès qu'il y a un écart de comportement, les enseignants sont là aussi pour ça. Alors pourquoi j'insiste sur ça? Parce que cette économie morale du bonheur est émergente en France, puisque ça va devenir une préoccupation. Cette préoccupation n'est pas encore évidente, parce que quand j'en parle, notamment aux enseignants, ils rigolent, ils sourient, ils disent que c'est que des conneries. Bon. Mais dans d'autres pays, c'est devenu vraiment une évidence. Il y a des travaux en plus, des manuels, il y a des articles, c'est devenu un savoir. Donc ça va permettre de pouvoir construire une base pour une politique publique. Et donc, ce qui est intéressant dans cet exemple d'économie morale, c'est que la psychiatrie est invoquée dans ces manuels et dans l'organisation des questions de santé publique à l'égard de l'école comme un savoir, mais où les psychiatres ne sont jamais là pour pouvoir répondre de ce savoir, puisque c'est une psychiatrie sans psychiatre. C'est une grande mode. La psychiatrie sans psychiatre, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Et donc, on développe tout un savoir de santé mentale. Les experts ne sont jamais, évidemment, des psychiatres, mais essentiellement des philosophes de la morale, qui vont puiser à droite et à gauche dans les textes psychiatriques ce qui est bon, ce qui est jugé bon pour le bien-être de l'enfant. Et au bout du compte, eh bien, on se retrouve face à une absence de débat sur l'évidence qui dit que aujourd'hui, il faudrait bien traiter les élèves, bien traiter les enfants, absence de débat sur la pédagogie, puisque ce qui a été évincé de ce protocole d'économie morale, c'est la question pédagogique. Ce qu'on fait, c'est une éducation à la vie, mais apprendre à écrire, apprendre à compter, comme malheureusement ça suscite de l'humiliation parmi les élèves, puisqu'il y a une inégalité entre les élèves, en Angleterre, par exemple, certaines écoles ont décidé qu'on ne donnait plus de notes et on évitait de rappeler aux élèves qu'il existait une inégalité entre les différents élèves, et qu'en tant qu'enfant, donc en tant que sujet, dont la souffrance peut être mesurée à travers des échelles aujourd'hui, l'important, ce n'est pas tant ce qu'on pouvait apprendre à l'école, mais ce qui, à travers l'école, en termes de sociabilité, permettait de s'adapter à la société. Les deux points sur lesquels je voudrais conclure, c'est c'est un débat qui se fait quasiment sans psychiatre, alors que les psychiatres ont certainement quelque chose à dire sur ces questions-là, notamment sur les limites de ces savoirs à utiliser, puisque ces savoirs sont utilisés à des fins morales, et pas simplement, ou d'éducation morale, et pas simplement en termes de psychopathologie. Puis deuxièmement, c'est l'idée que une économie morale, évidemment, c'est très pernicieux, parce que qui veut critiquer le bonheur? Qui veut critiquer l'économie morale du bonheur? Parce que si vous critiquez le bonheur, c'est comme si on s'amusait à critiquer. Dès qu'on critique la psychanalyse sur son émancipation, on dit non, nous, on est les gens subversifs. Bon, et alors les gens qui défendent l'économie du bonheur, ils vont dire non, mais vous ne pouvez pas être contre le bonheur et la santé des enfants quand même. Donc ça crée une grosse difficulté pour la critique, parce que là on ne peut pas juste dire c'est le libéralisme qui produit ça. Non, c'est des choses beaucoup plus compliquées, c'est des choses qui sont
comment dire, des agencements de gens qui le font avec beaucoup de bonne volonté et qui veulent le bien de tout à chacun. Mais ça pose un vrai problème de comment aujourd'hui on peut critiquer ce type de dispositif. À quel niveau on peut rentrer pour poser ce type de questions sans avoir l'air d'être soit conservateur, soit progressiste, ou soit je ne sais quoi. Bon. Et donc, quand je fais ma présentation sur l'économie morale du bonheur, généralement, il y a deux réactions. Soit c'est le sourire en disant, bon voilà, c'est vraiment des conneries, ou soit au contraire en disant, mais comment vous pouvez, cher monsieur, être indifférent à l'égard de la souffrance des enfants. Bon. Et voilà le type de piège dans lequel on peut vite se retrouver enfermé, de même que lorsqu'on critique l'économie morale de l'émancipation, si on montre les contradictions, on va dire, mais cher monsieur, mais comment vous pouvez être contre la psychanalyse qui a rendu autant de succès en termes d'émancipation, etc., sans qu'on puisse avoir la possibilité de dire, oui, vous avez des émancipations, mais vous avez aussi du contrôle social. Comment on arrive à penser les deux et comment on fait pour transformer le niveau de critique pour pouvoir penser ce type de difficulté. Je vous remercie de votre attention et c'est peut-être une façon d'ouvrir le débat. Oui, merci, Monsieur Lézé. Vous nous avez emmenés dans des chemins délicats. C'est un voyage au milieu de choses difficiles, dans lequel on tente de marcher à la boussole, beaucoup plus qu'avec le tom-tom. Et si je prends le début, quand vous avez évoqué la question libération ou stigmatisation, le diagnostic, et alors vous l'avez posé d'un côté des parents, de l'autre côté des psychiatres, on pourrait le poser à l'intérieur des parents et à l'intérieur des psychiatres. Alors, justement, en même temps, on pourrait dire que c'est une fausse question, mais non, ce n'est pas une fausse question, c'est une vraie question. Et alors, comment on peut sortir du ou il me semble que c'est ça la question. Comment on peut sortir du ou et comment on peut entrer dans une dynamique, qui est d'ailleurs la dynamique de la reconnaissance d'autrui ou la dynamique de l'accompagnement. On reprend les choses là. Et comment, justement, ça nous demande un complet changement de représentation. Et c'est là où, me semble-t-il, il y a quelque chose dans l'évolution humaine. Je ne vais pas aller partir, d'abord je ne suis pas du tout spécialiste de la question. Enfin, il y a des vraies questions. Alors je ne vais pas partir dans l'histoire de genre, parce qu'actuellement, dès qu'on touche à ça, on voit des explosions. Avec qu'à voir le dernier livre de Nancy Houston, etc., bon, on a des explosions. Alors il faut faire extrêmement attention. Le diagnostic, c'est vrai qu'on revient là, on a à la fois quelque chose de collectif et quelque chose d'individuel. C'est-à-dire qu'on peut avoir une représentation collective, on doit avoir, et en même temps, quand on est en face d'un parent donné, qu'est-ce que ça représente de sa part de vouloir peut-être étiqueter son enfant, mais surtout avoir un repère. Il vient nous dire qu'il n'a pas de repère. Donc comment on va interpréter ça? Qu'est-ce qui va soulever chez nous comme représentation? Voilà. Je ne vais pas donner la réponse. Je vais pas, on peut faire un congrès là-dessus. Alors il y a déjà eu beaucoup de choses d'aborder dans ce congrès. Mais on peut dire aussi que moi, en tant que psychiatre, en tant qu'essayant de comprendre un peu mieux ce qui se passe sur le développement, en tant qu'ayant évolué depuis mon enfance psychiatrique jusqu'à maintenant, en tant qu'ayant fait évoluer considérablement ma pratique de biopsychanalyste pour passer d'abord pour aboutir à la psychanalyse, puis pour, non pas pour la rejeter, comme je disais tout à l'heure, mais pour prendre une distance, pour voir ce qu'il en est, à quelle place on est. Est-ce que je crois qu'on aurait intérêt tous à nous pencher sur tout ce qui est en train de sortir actuellement, sur le développement du bébé et sur l'importance des relations précoces et sur les limites
de stérilisation précoce et comment ça va se réintroduire dans la situation sous une forme qui est métaphorique, c'est-à-dire comment la métaphore va fonctionner à partir de là. Il me semble qu'elle a... Alors, je crois que toutes les questions que vous posez, par exemple, le mauvais élève, la mauvaise note. Alors, la mauvaise note, vous voyez comment j'ai été pris moi-même. Je dis le mauvais élève, la mauvaise note. Alors que, il faut déjà sortir de ça. La mauvaise note, c'est pas le mauvais élève. Il peut devenir très vite le mauvais élève dans ma représentation. Alors que, il y a un faire qui est loupé. Mais l'être du sujet, qu'est-ce qu'on va en faire? Et comment on va s'intéresser aux deux? J'arrête. À vous de jouer. Merci beaucoup. En attendant la parole qui va être prise ensuite par Patrice Charbit, je voudrais d'abord vous remercier à tous les trois, parce qu'on peut dire que Jean-Pierre Vizier est venu donner un coup de main et un coup d'accélérateur à vos propos, Jacqueline Legault et Samuel Lézé. Merci vraiment infiniment à tous les trois. J'ajoute que en organisant avec nos amis des différents conseils ces 7e rencontres Francopsie, cette séance de travail nous importait beaucoup. C'était même presque, on va dire, l'un des phares. À savoir, l'avenir de la psychiatrie, pour nous, c'est quand même la question d'un renouvellement du penser le psychiatrique, si je puis dire. C'est-à-dire dans un rapport différent à l'autre lorsqu'il est souffrant, patient, voire demandeur de soins. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons, dans l'organisation de ces 7e rencontres Francopsie, premièrement, attaché beaucoup d'importance à impliquer les institutions, les collectivités locales dans la préparation et le soutien à cette manifestation, notamment la ville de Montpellier, avec un projet, du reste, un projet à suivre dans les mois, voire les années peut-être à venir, de travail justement de psychiatrie dans la cité. Un projet qui n'a pas encore vu le jour, ou du moins qui a commencé à être mis au débat, un peu à l'image de ce que Jacqueline Legault a commencé à réaliser à Grenoble, mais surtout un projet qui vise justement à ce que les populations puissent être au contact le plus proche possible, voire même assez direct, avec les praticiens, notamment les praticiens que nous sommes en tant que psychiatres, en tant que psychologues, en tant que travailleurs sociaux et soignants divers du champ de la psychiatrie. Pour que justement quelque chose puisse s'établir d'un nouveau dialogue, voire trialogue d'ailleurs, parce que c'est rarement du dialogue. C'est le patient, c'est son environnement immédiat, mais c'est aussi son environnement collectif, c'est-à-dire les institutions. Et le praticien, on arrive donc à un quadrialogue. Ces rencontres Francopsie sont en quelque sorte une occasion, vous avez pu le voir dans la représentation imagée de l'affiche sur la façade du centre Rabelais. Beaucoup de gens ont vu ces affiches, ont posé la question, Francopsie, ils ont compris qu'il s'agissait de psychiatrie, et beaucoup de gens sont passés pour prendre des documents, pour demander si on pouvait entrer. Et de fait, on pouvait entrer, puisque les espaces littéraires, pardonnez si je prends ces quelques instants, mais c'est pour illustrer votre propos. Les espaces littéraires, tous les après-midi de 2h30 à 5h, étaient ouverts au public. Et nous avons eu des publics. Et nous avons eu même des patients qui sont venus parler de leur corps vécu, en l'occurrence. Et ça, nous avons même dans notre assemblée ici des personnes qui sont venues en tant qu'anciens patients. Je m'adresse bien évidemment à Mme Dominique Laurent et qui m'échappe, pardon, Marc Olive. Merci. Voilà. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une nouvelle approche, une nouvelle façon, à mon avis, qui doit colorer
la psychiatrie, qu'elle soit d'exercice public, celle qui est la plus connue, mais surtout, je dirais, celle moins connue, qu'est la psychiatrie privée, colorer donc nos discours et nos écoutes. Voilà. C'est, à mon avis, fondamental. L'avenir de la psychiatrie passe par là. Entendre les patients autrement et entendre ce que... enfin, les entendre autrement. On va en rester là pour l'instant. Merci Samuel de ton exposé. Alors, je suis très sensible à ce que tu as dit parce qu'on est confronté à ça de plein fouet. Et j'ai envie de dire, il y a de l'arnaque. Parce que il y a diagnostic et diagnostic, il y a norme et norme, et sous le même mot se cachent des sens absolument différents. C'est-à-dire que lorsqu'un psychiatre, psychanalyste fait un diagnostic, c'est un cadre thérapeutique, c'est un début, c'est un début de partie. Lorsque quelqu'un de l'association fondamentale dans les centres experts fait un diagnostic, c'est une finalité. C'est quelque chose qui va poursuivre le patient pendant toute sa vie. Ce n'est pas du tout un cadre thérapeutique, une ouverture. Donc, sous le même mot, il peut se cacher des choses différentes. Sous le mot norme, bon, il y a eu toute... tu connais ça même sûrement mieux que moi, enfin, ce qui a été dit par Canguilhem Foucault sur la norme. Une bonne norme est quelque chose qui n'est pas définitif. Une bonne norme, c'est quelque chose qui est évolutif, qui tient en son sein même ses capacités d'évolution. Donc, les normes, il y a les normes premières, hein, et il y a les normes indéterminées, ce qui est le cas maintenant. C'est ce que j'expliquais un peu samedi matin. Actuellement, nous sommes dans une indétermination de la norme. Je veux dire par là qu'on balance sur le marché des ersatz de normes, et c'est le marché qui décide. On le voit bien sur l'autisme. Il y a des lobbies qui se sont battus, et l'État et la HAS fait le tri à la fin en disant ben voilà, c'est un tel qui a gagné. Il s'agit absolument plus. Et c'est là où il faut se méfier, parce que c'est pas ils sont tous à égalité, la balle au centre. Hein. C'est qu'il y a un État républicain qui fait que l'arbitre le fait en fonction d'une recherche de la vérité ou d'une éthique, et il y a la norme telle qu'elle est faite par le marché et qui va se faire en fonction du poids des lobbies. C'est pas du tout le même cadre symbolique. Donc on peut pas dire il y a les progressistes et il y a les conservateurs. C'est que les cadres, et il y a une confusion qui est donc là organisée, en utilisant les mêmes termes, les mêmes mots, et qui cachent des entités absolument différentes. Alors, le bonheur obligatoire, tout le monde sait que c'est l'enfer. Et pour donner un simple exemple, tu disais comment est-ce qu'on va essayer de contrer ça. Il y a deux choses. Moi, je me méfie toujours des gens qui veulent mon bien. Et des gens qui savent pour moi, quoi, hein, ce que je dois faire. Donc là-dessus, je reste très freudien. Hein. Il y a l'éros, hein, il y a créer du lien, et puis il y a Thanatos. Hein, c'est pas une bonne et une mauvaise pulsion. Elles sont toutes les deux intriquées. Dire que s'il n'y a pas en soi la possibilité d'une destruction, d'une individuation, de prendre congé de l'autre, on se fait bouffer. Et l'éros, c'est ça. Hein. Pour donner un simple exemple, parce que ça a des conséquences pratiques dans les cliniques, je vais prendre un simple exemple, c'est la cigarette. Dans les cliniques, il y a une norme qui est une interdiction de fumer. Donc, comme on veut votre bien, on vous interdit de fumer. Mais si vous fumez, eh ben, on vous exclut de la clinique. Donc, on voit bien là comment le bonheur obligatoire, ça conduit à l'exclusion et à l'absence de soins. Dans Le Monde de ce matin, celui d'hier soir, il y a tout un article sur l'éradication de la prostitution. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir? Ben, c'est exactement du même ordre.
j'ai eu une discussion à l'aube avec un éminent sociologue là-dessus. Dès qu'on veut faire le bonheur en éradiquant, et on dirait que le travail sur la prohibition et tout n'a servi à rien. Hein? On vient de changer de gouvernement, enfin on va changer de gouvernement au Mexique. Mais il y a eu combien de morts au Mexique depuis qu'on a décidé de faire la guerre à la drogue? C'est tout. Je reprends pour dire que c'est vraiment dans une dimension d'humanité globale. Alors à nous de jouer, à nous d'avancer. Hein. Et peut-être pas en éradiquant. Ni le DSM d'ailleurs, comme il a fait remarquer, ni la psychanalyse. Il ne faut pas non plus éradiquer le DSM. Mais ça n'empêche pas de prendre des gants, hein, quand on ne veut pas être contagieux. Ah mais on est dans les temps, il nous reste 5 minutes. Hein. Vous avez encore des... Par rapport à ce qui était prévu, hein, par rapport à l'heure où nous avons commencé, on est impeccable. Vous avez le droit, là, on n'a pas du tout empiété sur les précédents. Hein. Ah mais moi, je suis prêt à tout. Alors, si c'est Paul qui le dit, on arrête. Donc, non ? Une courte question, alors, parce que sinon, les finances vont devoir payer des heures supplémentaires et là, ils sont cuits. Je voulais poser la question par rapport à la dictature du bonheur. C'est qui, à mon avis, cache derrière, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ça me fait penser à la figure des Lydio Béat. Ce moment-là, on va dire, le contrôle de l'économie va être d'autant plus forte parce que du moment qu'il n'y a pas pédagogie, il n'y a rien. Il n'y a que les enfants de riches qui vont faire des études. Les autres, ils vont être heureux dans leur idiotie et leur béatitude et on pourra avoir encore plus de contrôle social. Je ne sais pas si vous le voyez comme moi.